parties. C'est là que je vous dis, tu sais qu'est dit, Azui accord, il y a Doha, tu Azui clé Doha. Azui clé Doha. Ça veut dire quoi? Quand Machiavel échoua à Florence comme conseiller, Machiavel s'était rendu compte que la bonne foi entre les États n'existait pas. C'est pourquoi Machiavel a écrit le Prince, parlant de la rise des États, des rapports de force. Félix Tshisekedi utilise une diplomatie venant d'un courant déjà démodé, révolu il y a longtemps. Le précurseur, c'est Machiavel, il avait échoué en pensant que les États, on vous dit que les États sont des monstres forts. Un monstre fort n'a pas d'état d'âme. C'est pourquoi vous voyez Tshisekedi, on peut faire la paix des braves. La nature 2023 aujourd'hui, c'est laquelle? Quelle est la proposition qu'il fait? J'avais dit ceci, je reviens sur ce que j'avais dit. Pour nous, au fond, ici, l'accord, pas pour vous, pas pour moi, que seule la confrontation militaire à grande échelle avec le Rwanda fera que nous puissions avoir une paix durable. Mais le gouvernement donne notre statut à ceux-là que vous avez qualifiés hier de pantins. Parce qu'ici, ils ne sont pas considérés comme un groupe armé. Donc vous allez aller combattre les civils. Si vous voulez de paix cyclique, c'est-à-dire de paix de 5 ans, 10 ans, après quoi naît une nouvelle rébellion, nous disons, allez-y, dans votre logique. Mais pour nous, seule la confrontation militaire à grande échelle vis-à-vis du Rwanda fera que nous puissions avoir une paix durable. Comme je l'ai rappelé, Siwis Pakem Parabellum. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais en face de moi, aucune proposition. Il est resté dans le diatribe, comme d'habitude. Il est resté dans le manichéisme politique. D'une part, il y a des anges qu'il sanctifie, et de l'autre part, il y a des démons qui diabolisent. C'est ce qu'il est en train de faire. Aucune proposition. C'est leur régime, non? Ce n'est pas notre option. Ça s'appelle l'hypocrisie politique, c'est leur régime. Ce n'est pas notre option. Il me qualifie de kabiliste parce que lui, il est tshisekidiste, non? C'est leur régime qui nous a amenés à Doha et à Washington. Ce n'est pas notre option. Attends. Assume-toi. C'est ça aussi la responsabilité d'accepter. Ils n'ont pas approuvé cette option. Attends. S'ils n'ont pas approuvé cette option, ils n'ont qu'à quitter l'Union sacrée. C'est ça la responsabilité politique. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec une politique parce que la politique, c'est aussi un art de respect, de discipline. Je dois quitter. Ils sont là pourquoi? Le hall bondé du centre ONU Bruxelles de Kinshasa transformait le temps d'une journée en vitrine de l'ingéniosité congolaise. Parmi les officiels présents, une figure peu habituée à ce genre de rendez-vous. Maître Joseph Kazibaziba Maombi, vice-président national de la FEC, en charge de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, mais aussi directeur général des DRC Gold Trading et patron de plusieurs entreprises actives dans le secteur minier, dans l'immobilier et dans la sous-traitance. Loin des discours convenus, Joseph Kazibaziba adopte une démarche directe. Il visite les stands, interroge les porteurs de projets et pose des questions concrètes. Regard perçant, il ne flatte pas mais il évalue. Le forum FIGEC 2025, organisé par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, en est à sa 4e édition. Sur 20 projets innovants soumis au jury, seuls 4 ont été retenus. Des idées prometteuses mais sans soutien financier, jusqu'à l'intervention surprise de maître Joseph Kazibaziba. Le vice-président du patronat congolais annonce alors son intention de financer certains de ces projets, mais ils doivent répondre à un certain critérium. Étant moi-même jeune entrepreneur, je comprends le défi, les incertitudes, mais aussi les opportunités qui sont les vôtres. Je suis aussi passé par là. C'est pourquoi, à ma qualité de vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, et en même temps le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera Gold, l'entreprise du portefeuille de l'État, et président de JK Group, un groupe qui est dans le secteur des mines, et dans la sous-traitance encore une fois et l'immobilier, je tiens à affirmer le soutien total du patronat à cette noble initiative pour laquelle je rends hommage à ses organisateurs. Pour ma part, je vais vous assurer de ma volonté et de ma disponibilité personnelle, ainsi que celle de la FEC, à accompagner les projets qui démontrent une rentabilité claire avec des objectifs précis et une projection réaliste
des retours sur investissement. Autrement dit, il s'agit d'un investissement et pas d'un don. Homme d'affaires aguerri, Kazibaziba parle peu, mais agit avec efficacité. Le lendemain, c'est dans son bureau privé de la Gombe que tout se joue. Les 4 lauréats sont reçus, d'abord ensemble, puis individuellement. L'ambiance est studieuse. Chaque projet est passé au crible. Business model, projection, rentabilité, risque. Face aux jeunes, Maître Kazibaziba agit un investisseur, mais aussi un mentor. La première chose, quand vous cherchez le financement, non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le business. À ses côtés, son équipe prend note, questionne, challenge. Zéro complaisance, l'objectif est clair, accompagner l'émergence des jeunes entreprises viables et compétitives. Pour les lauréats, cette rencontre est bien plus qu'un appui financier. C'est une immersion dans le monde réel du business, là où seules les idées solides survivent. Première phase bouclée, les lauréats sont désormais à la disposition de ces experts financiers pour des dispositions pratiques. L'un des plus jeunes membres du présidium de la FEC, Maître Kazibaziba, démontre que s'il dirige dans l'or avec DRC Gold Trading, il croit surtout à l'or de demain, la jeunesse congolaise. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadima, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci de nous faire confiance. Vous êtes des milliers à nous regarder, à nous suivre en cet instant. Merci et une nouvelle fois de votre soutien indéfectible, inconditionnel que vous ne cessez
d'apporter à votre magazine qui revient pour décortiquer le grand sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout et à travers le monde, c'est Politiquement, la force du détail et cette tribune ou ce canal par excellence où les idées sont émises pour permettre à notre pays de retomber sur ses jambes et par la contribution des uns des autres que nous puissions arriver à juguler toutes les crises multiformes auxquelles notre pays reste confronté. On parlera dans le cadre de cette émission de tout le processus de paix en cours. On parlera du processus de Doha particulièrement, qui arrive à un stade crucial, surtout après la signature de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Et donc les deux parties conviennent et s'engagent au respect des 8 protocoles dans cet accord cadre. Et puis on y reviendra avec beaucoup plus de détails, le no-dit et les dessous des cartes. Cet accord est-il équilibré? Y a-t-il avancé ou ceci ne représente qu'une vitrine ou encore un piège géopolitique dont il faudra se dépêtrer? On en parle dans un instant et puis on parlera d'autres sujets d'actualité, de l'actu, des sujets qui défrayent bien entendu la chronique en République démocratique du Congo avec les invités de marques qui ont bien jugé défendable de répondre à notre invitation. Pour en parler, on a sur ces plateaux pour une grande première Héritier Koto, vous êtes porte-parole du parti Congo Positif et de Front Anti-Dialogue, parti membre de l'Union Sacrée. Content de vous recevoir, comment allez-vous? Non, je vais bien, merci pour l'invitation, le plaisir est partagé. Voilà, je rappelle que vous êtes cette voix de la jeunesse intelligente qui résonne et qui participe au débat démocratique, au débat politique en République démocratique du Congo. Pourquoi ces choix? Merci, vous savez, ce pays a été libéré par la jeunesse. Rappelez-vous, la génération 1960, c'était pratiquement les jeunes qui ont libéré ce pays. Patrice Lumumba, Kassavubu et tous les autres, tous ces pères d'indépendance qui sont allés discuter avec le Belge, tous ces pères d'indépendance qui sont allés à la table ronde pour couper le cordon ombilical avec les colons. C'était des jeunes comme nous. Et en plus, ce n'étaient pas des jeunes universitaires. Mais regardez la bravoure avec laquelle ils ont mené ce combat d'indépendance pour nous léguer ce Congo. Donc il est tout à fait normal que nous puissions les avoir à la fois comme pères, mais aussi comme repères, pour reprendre le flambeau qu'ils ont allumé. Et voilà, donc on est sur ce schéma-là, on est sur cette même lancée de toujours défendre notre pays, et surtout en ces moments particuliers où le pays fait face à la guerre, à cette guerre d'agression qui nous est faite par le Rwanda. Donc il est tout à fait normal que nous puissions sortir de notre zone de confort et donner de la voix pour défendre la République. Vous parlez de la jeunesse qui est au premier loge pour l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Est-ce que avez-vous appris des erreurs de cette jeunesse de l'autre fois pour mieux corriger, rectifier les tirs? Et pourquoi décidez-vous donc de vous battre aux côtés du parti Congo Positif et anti-dialogue, bien entendu? Oh oui, nous avons appris et nous apprenons tous les jours parce que apprendre, c'est ce qu'il faut faire tous les jours pour essayer de s'améliorer. Alors, le Front Anti-Dialogue a été mis en place au mois d'août par le président Dieudonné Kishi, qui en est le coordonnateur. Nous sommes partis de l'idée que le dialogue, tel que présenté comme recette à la crise, à la tragédie du Congo, a montré ses limites. Rappelez-vous, cette constitution est le fruit du dialogue. On est allé à Sun City, et les belligérants ont fait ce qu'on a appelé la paix de braves, ils ont mis en place un État, mais au bout du compte, on s'est rendu à l'évidence que rien n'a changé, la tragédie continue. Ça fait près de 30 ans que la tragédie du Congo se poursuit. Alors que Sun City a été vanté, Urbi et Orbi, comme un exploit de belligérants. On s'est aperçu que ça n'a même pas fait 20 ans que la guerre a commencé. Parce que rappelez-vous qu'Nkunda Batouare a commencé ses aventures en 2006.
c'était un peu timide. Mais c'est en 2009 qu'il a intensifié. Alors qu'on venait de nous vanter Sun City en 2004 et la Constitution en 2006. Parce que Sun City, si vous lisez l'exposé de motifs, on a dit qu'il fallait résorber la crise, machin avec toutes les causes internes, et endogènes et exogènes. Mais finalement, on s'est rendu compte que toute cette bonne foi, malheureusement, n'a pas été respectée sur terre. Donc pour vous, la Constitution au Sun City n'a pas répondu à la problématique du Congo, ou la Constitution au Sun City, pour dire mieux, a répondu à un certain problème, et alors que vous vous attendiez à ce que cette Constitution puisse résoudre tous les problèmes du Congo. Oui, mais si on lit le préambule et l'exposé de motifs, c'était dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il fallait mettre fin au cycle de violence. C'était ça. C'était même le credo de belligérants. Il fallait mettre fin au cycle de violence avec tout le chapelet de bonnes intentions qu'on a déroulé. Mais après, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Les rébellions ont continué à naître, des groupes armés ont continué à exister jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi ce cycle infernal continue? Pourquoi aujourd'hui on parle, c'est pas moi, dialogue, alors que c'était censé, Sun City était censé mettre fin, à cette crise? Pourquoi on y revient? Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un échec de Sun City. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce le problème de la Constitution, de la loi fondamentale? Non, les hommes qui ont prédisé aux destinées de la République démocratique du Congo ont failli à leur mission? En fait, Sun City a mis en place ce qu'on appelle un État gâteau. C'est un peu comme pour rejoindre l'analyse d'un penseur, Jean-François Bayard, quand il a parlé de l'État en Afrique, la politique du ventre. Sun City a mis en place, a construit des individus forts. Hein? Et des individus États forts faibles. au détriment d'un État fort. C'est comme ça que vous voyez les Congolais sont dans une sorte de culture, la culture des hommes providentiels. Si ce n'est pas tel, c'est tel autre. Et pourtant, Sun City était censé jeter les bases d'un État fort. Mais il a mis plutôt en place des individus forts. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Qu'est-ce qui fragilise l'État particulièrement lorsqu'il s'agit de cette Constitution? Mais cette Constitution est d'inspiration étrangère, ça, on doit le reconnaître. Et puis... Est-ce que par le simple fait que ce soit une Constitution calquée sur le modèle étranger, est-ce que c'est ce qui fragiliserait l'État ou qui rendrait notre État faible? Vous savez, la Constitution, quand elle est négociée, chaque camp, chaque belligérant est venu sur la table avec ses revendications, pas avec les revendications du peuple. Il y en a qui sont venus avec des revendications de nationalité. Il y en a qui voulaient... En fait, chacun voulait prêcher pour sa propre chapelle. Mais ce n'étaient pas les inspirations légitimes du peuple congolais. Non. Regardez ce que fait Sun City. Quelles étaient les inspirations légitimes? S'il vous plaît, on met en place cette constitution, on a créé toutes les institutions que vous connaissez. Mais plusieurs années plus tard, comme le crime n'a jamais été parfait, les mêmes acteurs qui étaient à Sun City reviennent à la charge, ils disent il faut réduire le train de vie des institutions. Mais est-ce que ces institutions, quand vous les avez créées, vous avez tenu compte de réalité du Congo? Pourquoi on réduirait le train de vie alors qu'il n'aurait pas fallu... Réduire le train de vie ne revient pas... C'est pas la même chose avec la suppression. Mais ici, beaucoup plus le débat, c'est sur la réduction du train de vie, c'est-à-dire le moyen qu'on alloue à ces institutions est extrêmement budgétivore alors qu'on n'en a pas assez. Et donc, ce n'est pas la faute à la Constitution, mais c'est la politique interne ou les décideurs politiques qui sont à la base de cet état de choses. La question est la suivante. Quelle était la rationalité de mettre en place ces institutions? Parce qu'en fait, il faut dire que jusqu'aujourd'hui, l'esprit de Sun City nous hante et nous poursuit. Je prends un exemple banal. On a mis en place en 2016, finissant, ce qu'on appelle le CNSA, dirigé par Joseph Olengankoy. Mais lisez la loi qui met en place le CNSA. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est une institution conjoncturelle. Quand on dit une institution conjoncturelle, ça veut dire liée à la conjoncture. Et c'était quoi la conjoncture en 2016? La non-tenue des élections dans le délai constitutionnel. Mais en 2023, il y a eu élection. En 2018 plutôt, il y a eu élection. En 2023, il y a eu élection. Mais l'institution continue. D'Olengankoy, ça continue. Lisez cette loi. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un anachronisme politico-juridique. L'institution est totalement inutile et budgétivore. Mais il continue, on continue à payer les frais de fonctionnement. Ça veut dire que c'est ça l'esprit de Sun City. Il faut contenter les politiciens, il faut contenter les gens dans leur posture. C'est ça.
le problème. Allez, merci beaucoup. Gardez la main et on va tout à l'heure ouvrir le débat. On a aussi sur ce plateau les très percutants Marley Vouvou, leader du mouvement de révolutionnaires congolais. Que voulez-vous révolutionner dans le pays, dans la vie publique exactement? Est-ce les idées ou les systèmes ou encore vous voulez conjuguer certains hommes au passé? Je vous salue, Gédéon, mais aussi mon débatteur. Laissez-moi, ce que nous voulons réellement révolutionner, c'est ce que vient de dire mon frère. San City n'a pas pondu cette constitution. Il y a eu une constitution appelée Constitution de San City, Constitution de transition. Cette constitution a été rédigée, premièrement, l'idée, l'ébauche générale, rédigée par une éminence grise du Congo, professeur Augustin Mampouya. Arrêtez d'insulter. Il en est l'un des géniteurs. Ou le rédacteur. Il y a moyen de bien faire les choses sans jeter l'opprobre à ceux qui ont sacrifié de leur énergie, de leur intelligence pour doter ces pays d'un cadre juridique. Qu'est-ce qui vous énerve dans ce qu'il a dit? Déjà, quand il qualifie cette constitution, il dit ici que cette constitution est l'œuvre de San City. C'est faux. C'est totalement faux. Après San City, ce pays a connu deux constitutions. Il y a une constitution qui a encadré la période transitoire. Cherchez ça. Cherchez la constitution même sur Internet. Et il y a cette constitution rédigée par le Sénat congolais qui avait premièrement donné ou confié la mission au professeur Augustin Mampouya. Mais nous devons se reconnaître que San City a certes posé les bases. San City a posé les bases, mais San City n'a pas rédigé la constitution. Et cette constitution n'est pas une constitution de belligérants. Cette constitution n'est pas une constitution de belligérants. Il dit que c'est une constitution rédigée à l'étranger. Partagez-vous son point de vue? Mampouya est étranger. Mampouya a habité l'étranger. Le Sénat congolais siégeait à l'étranger à cette époque-là. Soyons concis. Soyons aussi vrais. Cette constitution, la séminée d'organisation où Mampouya avait exposé devant plusieurs cadres l'ébauche de cette constitution, c'était chez moi qui s'engani. Ce n'était pas à l'étranger. C'était chez moi qui s'engani. Quand vous dites ça, j'ai l'impression de dire que vous êtes en train de me qualifier, moi, Boyomé, d'un étranger. C'est grave. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la Constitution, c'est cette mentalité de qualifier les autres d'étrangers. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est l'homme congolais. C'est l'homme politique congolais. On changerait 1000 constitutions avec la même mentalité. On n'aura rien aujourd'hui ni demain. Je vous donne un cas. Quand vous prenez l'article 56-57 de cette constitution, qui érige en infraction de haute trahison tout détournement si cela est l'œuvre d'une personne investie d'autorité publique. Ok? Mais lorsqu'on détourne et on laisse les gens détourner à toute impunité et que cette constitution est foulée aux pieds, c'est la faute à la constitution ou à l'homme congolais. On vous donne un cadre juridique, vous ne voulez pas respecter, mais vous revenez demain pour acquiser ces cadres. Mais il argumente en disant que la Constitution du 18 février 2006 a posé ou instauré un cadre qui rende l'État congolais faible et des hommes providentiels forts au détriment d'un État. Si vous prenez tous ces hommes providentiels arrivent au pouvoir à des postes par des combines politiques et le non-respect de la Constitution. Je vous prends le cas de votre camp, de votre autorité morale, Félix Tshisekedi. Il est au pouvoir par un coup d'État électoral. Est-ce que c'est l'esprit de la Constitution qui a poussé Tshisekedi à marcher sur le principe où il a décidé politiquement et vous avez accepté de l'accompagner dans cette forfaiture? Ce n'est pas la Constitution. La Constitution engendre la loi électorale. La loi électorale vous dit on doit organiser les élections pendant une journée. On vous donne même l'heure, l'article 58, de 7h à 17h. Mais nous avons participé à une élection pendant 7 jours. C'est la loi ou c'est l'homme?
Si vous voulez montrer les limites de cette constitution, commencez d'abord par la respecter. Respectons cette constitution. Après, nous allons étudier les limites de cette constitution et la constitution reste ouverte. Bonne ou mauvaise que soit-elle. Elle-même se laisse ouverte à sa modification, à sa révision. Donc il n'y a aucun problème, rien n'est fermé ici. Plutôt, c'est l'homme qui marche sous le principe. Je voulais d'ailleurs conclure quand il parle de Sensa. Oui, c'est exactement le problème de l'homme politique congolais. Nous venons d'assister à une solution pour apprécier les francs congolais, à une solution conjoncturelle. Or, les politiques devaient être des politiques structurelles. Voilà là où on n'arrive même pas à payer tous les fonctionnaires du coup. Parce que si on payait tous les fonctionnaires du coup, les francs allaient encore se déprécier. Une politique conjoncturelle qui dans peu de temps, arrive à montrer ses limites. C'est exactement ça. L'homme politique décide de ne pas respecter le délai constitutionnel pour créer des circonstances amenant à des combines politiques. Et Olengako, il saute sur l'occasion. Ce n'est pas la Constitution. Lorsque nous décidons de marcher sur des principes, la Constitution nous condamne, mais nous les faisons. Nous les faisons. Et ça a été mis en place en 2016. En 2018, nous avons connu les élections. À l'époque d'Eli Sesanga, c'est pourquoi les gens pensent que moi, je communique pour Sesanga, mais non, c'est l'une des éminences grises de notre pays. 7 mois plus tard, après l'avènement de Tshisekedi au sommet d'État, Sesanga voulait que le président abroge la loi mettant en place cette société que vous appelez Sensa. Pourquoi? Pour Sesanga, sa mission était déjà finie dès lors que nous avons connu les élections. Mais quelle était la réponse de l'autre côté? C'est vous, la majorité au pouvoir. C'était à votre autorité morale d'écouter et de comprendre. Aujourd'hui, les Sensa prolongent par la volonté de Tshisekedi, du pouvoir actuel. Du pouvoir. Parce que ce sont eux qui ont la signature. Qu'est-ce qu'il faut pour abroger une loi? Il faut réviser la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut pour abroger une loi? C'est de la même manière quand on parlait de la loi pour la portance statut des chefs de corps. On disait que c'est budgétivore, c'est anticonstitutionnel. Tu sais que maintenez cette loi. Donc pour vous, cette constitution, Marley, cette constitution ne montre aucune limite et ne présente pas de faiblesses possibles. Cette constitution n'a pas montré ses limites. D'ailleurs, cette constitution a atteint l'âge de la maturité. Cette constitution, sachant qu'elle peut avoir des faiblesses, elle s'est laissée ouverte à sa révision. OK? Donc, c'est une constitution consciente de ses limites, de ses faiblesses. Elle s'est dit, moi, constitution congolaise, si vous voulez me réviser, révisez-moi. Et on encadre le mécanisme de cette révision. Alors, incapable de réviser, vous avez la majorité parlementaire. Incapable de réviser, vous venez plaider au nom de cette constitution. Mon cher, ça s'appelle malhonnêteté politique. Ici, vous devez utiliser votre majorité réellement comme une majorité politique. La majorité politique dans un régime sert à réformer des lois permettant à un régime politique en place de bien asseoir sa vision politique. Alors, incapable, si vous êtes de la majorité de l'Union sacrée, si je vous posais une question, quelle est la loi sectorielle que vous avez déjà réformée? Merci. Héritier Koto, quelles sont les faiblesses que la Constitution du 18 février 2006 présente, que vous pouvez déceler sur ce plateau? Et nous allons aussi nous intéresser un moment au front anti-dialogue. Pourquoi le front anti-dialogue? Quelles recettes vous proposez à la place du dialogue qui est agité comme une panacée par certains politiques? Merci. J'ai suivi mon co-débatteur qui a tiré dans tous les sens. En même temps, il affirme la thèse. En même temps, il soutient l'antithèse. Et finalement, je suis perdu. Il fait une affirmation gravissime. Il dit, c'est le prof Mampouya qui a rédigé la Constitution.
Il dit, c'est le prof Mampouya. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est le prof Auguste Mampouya qui a rédigé la Constitution. C'est faux sur toute la ligne. Qu'en est-il du groupe d'experts, aussi bien congolais qu'étrangers, dont faisaient partie Essambo et les autres? Est-ce mauvais de recourir à l'expertise extérieure? On fera ce débat même hors caméra. On va faire des recherches pour nous mettre d'accord. Maintenant, j'ai dit ceci. La Constitution, je n'ai pas dit que ce sont les étrangers qui l'ont rédigée. Ça, je n'ai pas dit. Mais j'ai dit ceci. C'est une Constitution qui a mis en place des hommes forts. Vous avez parlé de l'inspiration étrangère. Au lieu de mettre en place un État qui réaffirme sa puissance vocationnelle au cœur de l'Afrique. Au lieu de mettre en place un État qui est censé être la locomotive de la Nouvelle-Afrique. Ce n'est pas ça. On a vécu plutôt autre chose. On pourra revenir sur ce débat. Quand vous parlez de l'inspiration étrangère, qu'est-ce que c'est? Maintenant, je peux revenir sur la question sur le front anti-dialogue? Non. Quand vous parlez de l'inspiration étrangère, qu'est-ce que c'est exactement pour en convaincre les publics? Vous savez, 64 ans après l'indépendance, 63 ans, je ne sais plus trop, nous devons démocratiser le Congo ou nous devons plutôt congoliser la démocratie? Je prends un exemple simple. Ça veut dire qu'il faut tropicaliser notre système de pensée. Mais nous sommes quelle élite, 64 ans après l'indépendance? Une élite incapable d'une pensée critique, de pondre sa propre constitution, de pondre son propre État. Voyez-vous. Vous savez, je prends un exemple simple. Vous allez à la Cour constitutionnelle, parmi les missions assignées à la Cour constitutionnelle, il y a notamment celle du contentieux des élections. Mais regardez comment les juges sont débordés par le volume du travail après les élections. 9 personnes doivent analyser autant de recours. Alors, la question qui peut être mise sur la table, c'est de dire, est-ce que devrait-on continuer à garder le nombre de juges à 9 ou il faut penser à autre chose? Parce qu'ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les Congolais ont peur de la réflexion. On a peur. Mais où est le génie congolais pour penser le Congo? Comment nous pouvons, à partir des mutations du monde, comprendre le Congo et nous projeter vers l'avenir? C'est ça la question. Pourquoi nous devons rester prisonniers du système colonial? Est-ce que c'est ce système qui nous empêche de nous affirmer, de nous organiser, de nous développer? Puisque avec une constitution calquée presque sous le même modèle, il y a des pays ici sur le continent qui arrivent à se développer, à faire des bons exceptionnels en termes de développement. Parce que Mida parle des réformes, non? Pourquoi devrait-on faire des réformes? C'est sur base de nos réalités. Pourquoi devrait-on faire des réformes? Sinon, alors, on devrait garder toutes les lois intactes. Voyez-vous, c'est ce que nous disons. Nous voulons que le Congolais sorte de ses complexes d'infériorité. Que les Congolais comprennent que le destin de ce pays repose entre leurs mains et qu'ils ont la lourde responsabilité devant l'histoire de penser le Congo à leur manière, sans aucun sentiment de complexe. C'est ça notre pensée. Voilà tout. Maintenant, si vous voulez que je revienne au front anti-dialogue, j'avais dit en liminaire ce qui suit. Tous les dialogues qui ont été organisés avaient été plébiscités comme des forums pour mettre fin à la tragédie du Congo. Ce qui n'est pas le cas. Ça fait près de 30 ans que la tragédie se poursuit. Ça fait près de 30 ans que les Congolais meurent à l'est du pays. Et Dieu merci, le gouvernement a institué ce qu'on a appelé le génocide, le génocide pour des intérêts économiques. Parce qu'il faut continuer à nourrir la mémoire collective. Vous savez, cette mémoire collective est constituée de nos joies, de nos larmes, de nos victoires, de nos échecs. C'est ça la mémoire collective d'un peuple. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous disons? C'est ce qui fait de nous une nation. C'est ce qui fait de nous une nation. Regardez le modèle israélien, par exemple. Vous savez, en géopolitique, il y a des nations qui bâtissent leur avenir sur base du passé, sur base des humiliations qu'ils ont subies. C'est comme ça que vous voyez Netanyahou, son style de gouvernance. Il rappelle tout le temps la Shoah, sous Adolf Hitler, comment les Juifs ont été exterminés. Et il ne veut plus que cela se reproduise sur la terre de ses ancêtres. Mais il devra en être le cas pour nous, les Congolais. Nous devons tirer les leçons du passé, nous devons tirer les leçons de la tragédie du Congo, de ces près de 30 ans de guerre, pour penser l'avenir, pour léguer aux générations futures un État qui tienne compte de tout le passé. Comment vous entrevoyez l'avenir? C'est dont il est question. Et ma question, c'était savoir,
en lieu et place du dialogue. Oui. Quelle autre recette que vous proposez pour sortir vous savez, de cette crise multiforme? Vous savez, la sagesse populaire nous a aidés en disant au grand mot des grands remèdes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un adage latin qui est toujours valable. Si vis pacem parabellum. Celui qui veut la paix, il prépare la guerre. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre, absolument. On parle d'une crise multidimensionnelle. Est-ce la guerre à elle-même nous suffit pour sortir de cet engrenage? La guerre, c'est par rapport à la guerre. Permettez-moi la formule. Par rapport à la guerre qui nous est imposée, par rapport à la guerre à laquelle nous faisons face. Il faut répondre à la guerre par la guerre. Mais il n'y a pas que ça comme crise. C'est ce que je dis. J'ai répondu d'abord par rapport à la guerre. Pour les autres crises, mais chaque Congolais ayant reçu une portion de responsabilité a l'obligation de penser son secteur par rapport au cadre légal en vigueur. Voyez-vous. Mais par rapport à la guerre, comme nous avons dit, nous sommes contre le dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue, c'est une stratégie de partage de pouvoir d'abord. Ensuite, c'est une stratégie qui tue l'État par des mécanismes que nous connaissons, le brassage et le mixage. Voyez-vous. Et aujourd'hui, les gens vous disent de temps en temps, non, est-ce que nous voulons faire la guerre? Est-ce qu'on a une armée et tout ça? Mais cette armée dont les blessures ont du mal à cicatriser, c'est à cause de quoi? Mais à cause du brassage, à cause du mixage. Voyez-vous. C'est pourquoi, compte tenu de tous ces paramètres, nous disons une analyse objective et intelligente des conflits armés à l'est du pays devrait prendre 4 dimensions. Ce qu'on appelle les 4G. Une analyse sur le plan géopolitique pour comprendre qu'en face de nous, on a des États dont l'ingérence ne cesse de grandir. La nouvelle équipe de l'inspection générale de finances, installée depuis 4 mois, ratisse large. Depuis son arrivée à la tête de ce service, le patron de l'IGF multiplie des contacts avec tous les partenaires pour s'assurer qu'aucun détail n'échappe à la nouvelle vision managériale de ces services rattachés au président de la République. Christophe Bitassimwa a, cette fois-ci, échangé avec les responsables des régies financières, dont ceux de la Direction générale des impôts, de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et domaniales, ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et accises. L'évaluation du travail continu de l'IGF depuis 3 ans dans ces entreprises du portefeuille de l'État, la révision des constats faits par les équipes de l'IGF en mission jusqu'à ces jours, voilà l'essentiel des échanges, comme l'ont rappelé d'abord l'inspecteur général des finances, chef de service et les autres chefs des délégations. Aujourd'hui, il était d'abord une réunion de prise de contact, mais en même temps une réunion d'évaluation de ce travail de l'IGF au sein des CRJ. Nous avons échangé sur les constatations saillantes de l'IGF et l'IGF a formulé aussi des recommandations. Nous allons attendre les réponses formelles des régies financières pour que nous puissions mettre ensemble un programme d'action afin d'améliorer la mobilisation de recettes. Nous avons pris connaissance par la voie de l'inspecteur général des services de toutes les constatations qui sont faites au niveau de cette mission d'encadrement et bien sûr des recommandations qui ont été formulées. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'apprécier la pertinence de ces observations et de pouvoir en interne apporter des mesures correctrices. Et nous avons profité de l'occasion pour passer en revue certaines constatations que les inspecteurs généraux des finances ont pu constater auprès des régies financières. Et à cette occasion, l'inspecteur général chef des services a promis de convoquer une nouvelle séance de travail au cours de laquelle nous allons devoir réfléchir ensemble sur les stratégies communes de la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe entre l'IGF et les entités qui ont la mission de mobiliser les recettes pour le pays afin de réaliser les programmes d'action gouvernementale. Cette journée d'échange, conduite par l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a connu la participation de l'inspecteur général des finances adjoint Emmanuel Chibingu, ainsi que d'autres inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade de contrôle. États voisins qui n'ont qu'un seul objectif,
c'est de faire de l'Est du Congo la cour du roi Péto. Assouvir leurs appétits gloutons. La cour du roi Péto, un espace où il n'y a ni ordre. Comme ça, c'est un terrain propice pour exploiter les richesses. Mais aussi une analyse sur le plan géostratégique. La porosité de frontières fait que nous puissions faire de l'Est du pays un terrain propice pour la guerre asymétrique, avec tous ces groupes armés qui écument. Mais aussi une analyse sur le plan géoéconomique, où la multiplicité, avec toute la multiplicité de groupes armés qui vivent de cette économie de guerre, cette exploitation illicite de richesses et tout ça. Mais enfin aussi, cette analyse sur le plan géophysique, avec tous ces climats, tous ces reliefs, qui rend complexe la question de l'Est. Et donc pour nous, la question de l'Est, la question des conflits armés, pour être une question étudiée avec rationalité, devrait prendre en compte tout l'enchevêtrement auquel je viens de faire allusion tout à l'heure. La géophysique, la géostratégie, la géoéconomie et la géopolitique. Allez, voilà. Merci beaucoup, Marley Vouvou. Vous avez à rebondir. Faites-le dans les temps impartis, donc 5 minutes. Et puis on va passer à autre chose. 5 minutes, c'est sérieux. Ok. Allez-y, on va juger. Je continuerai à dire à mon frère que cette constitution n'a aucun problème. Vous avez dit la constitution allait nous permettre de bâtir un État fort au cœur de l'Afrique. Mais le préambule ici le dit. Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante. Ça, c'est la Constitution qu'il a dit. Mais comment mettre en pratique ce que dit la Constitution? C'est là où il y a le problème d'homme. C'est là, la Constitution dit, il faut à tout prix mettre de côté nos problèmes, mais bâtissons ensemble un État puissant au cœur de l'Afrique. Ce sont les mêmes acteurs revenus du Sun City, rédiger la Constitution, adoptée par le peuple, mais ce sont les mêmes qui sont créateurs de toutes les crises. Donc il y a un problème d'homme. C'est quoi la solution? Mais la solution, nous devons commencer d'abord par nous-mêmes, pas le loi. C'est comme si une entreprise... À responsabiliser ceux qui ont... c'est comme si l'entreprise tombait en faillite, entre leurs mains. Mais on veut changer simplement la dénomination, mais en maintenant le management, le même manager. Ok. On veut maintenir le même manager, mais en remettant en cause la dénomination de l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, nous devons tous prendre conscience que ce qui arrive au Congo aujourd'hui, nous sommes tous responsables. Chacun a ce qui le concerne. Et à partir de ce moment-là, chacun jouera réellement son rôle et vous allez voir que ces lois n'ont aucun problème. Chacun jouait réellement son rôle. Est-ce seulement dans le cadre d'un dialogue tel que vous le prenez? Comme disait Max Weber, avant de résoudre un problème ou une situation, vous devez d'abord constater la situation. Ici, le Congo a un problème de leadership politique. Marlez-vous, allons-y piano. On parle de leadership peut-être institutionnel ou leadership politique, mais on a connu dans ces pays Kassavubu, Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, aujourd'hui on a à la tête du pays Félix Tshisekedi. Et c'était toujours un problème de leadership politique propre à chaque président, ou c'était un problème du test réglementaire, comme essaie de le dire Héritier Koto. Non, c'est nous qui violons nos textes réglementaires. Je vous ai donné un cas ici, simple. L'article 56, 58, 56, 57. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigés en infraction de pillage puni par la loi. Article 57. Les actes visés à l'article précédent, donc 56, ainsi que leurs tentatives
quelle qu'en soit les modalités, s'ils sont l'effet d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Quand les détourneurs circulent, c'est la faute à la loi, à la Constitution ou à nous-mêmes, qui n'arrivons pas à mettre ces lois en pratique. Est-ce qu'il faut remettre en cause la Constitution à ce moment-là, ces deux dispositions, ou il faut remettre en cause l'homme congolais? Pour vous, au-delà de certains pronostics, cette Constitution doit être maintenue. D'abord, je l'ai dit dans ma première prise, nous devons d'abord commencer par la respecter. Vous ne pouvez pas dire que ta femme est mauvaise pendant que tu ne l'as jamais respectée ni entretenue. Commençons d'abord par aimer ce que nous avons en main. Entretenons cette Constitution. Respectons cette Constitution. Ça va nous aider à connaître les limites. Et comme cette Constitution s'est laissée ouverte à sa propre révision, nous allons réviser. Mais nous sommes incapables de respecter d'abord cette Constitution dans sa forme originelle. Mais on veut la réviser ou la changer. Vous voulez changer quoi? Qu'est-ce que vous avez respecté et que vous avez trouvé en respectant telle disposition, mais cette disposition a montré ses limites? C'est quoi cette disposition? Il n'y en a pas. Il dit ici, c'est la Cour constitutionnelle. Non, il y a plus de candidats parce que la gestion publique a failli. Et aujourd'hui, tout Congolais, vous allez constater, même celui qui n'est pas apte intellectuellement pour faire la politique, ils sont là. Pourquoi les systèmes politiques, pas la Constitution? On nous a montré ici, il y a l'argent qu'à la politique. Vous allez constater, même pour les universités, les professeurs ont séché les universités, sont dans des cabinets politiques. Les assistants se battent avec des professeurs et chefs de travaux pour aller dans des cabinets politiques. Les professeurs et les assistants et chefs de travaux quittent la science pour le palais du peuple, soit les assemblées professionnelles. Parce qu'ils sont très mal payés. Seuls ceux qui font la politique, qui sont bien entretenus. Et par conséquence, chacun à la recherche du bien-être pense qu'il faut aller là où coule le miel. C'est ça le problème. Créons l'emploi. La Constitution fait du travail un droit. Est-ce que vous avez déjà tenté à créer l'emploi et que la Constitution vous a empêché? C'est là que ça vous a... Si vous êtes motivé à modifier ou à changer la Constitution parce que vous avez eu l'idée de créer l'emploi, la Constitution vous a empêché. Non. Ici, il s'agit d'un système mis en place, décidé par la classe politique, un système d'appauvrissement de la population. Et le peuple pense qu'il faut aller là où il y a l'argent. Et où se trouve l'argent, c'est dans la politique. Il faut aller faire la politique. Il faut être même un dialoliste d'un leader politique pour avoir $100, $200. Et c'est ça le problème. Par conséquent, cet état des choses a détruit même le système. Et ce sont les hommes qui ont mis en place ce système. Ce sont les hommes, ce n'est pas la loi. C'est pourquoi moi, au lieu de plaider pour le changement ou la modification de cette constitution, je plaide pour ça, pour que cette constitution soit d'abord respectée. Constatons, respectons cette constitution, nous allons constater ses limites. Nous pouvons modifier. Je l'ai dit ici que la constitution reste ouverte à sa modification. Merci. Non, je n'ai pas fini. Vous devez chuter déjà. Là, il a pris plus de temps. Il a dit ici il faut continuer à nourrir la mémoire collective. Vous avez raison. Cette mémoire collective est constituée de nos joies, de nos plaies, de nos migraines. Je dois rappeler ici qu'elle s'effrite de plus en plus depuis une certaine période. Son régime a deux fois marché sur cette même mémoire collective. En quoi faisant? Vous avez scéné cette mémoire. Lorsque vous effacez l'image de Joseph Kabila à la RTNC, et que même un Congolais qui est à Kabeyaka Mwanga suit la RTNC, il voit que Kabila a été gommé. C'est touché aussi à la mémoire. Effacé de la liste. C'est aussi touché à la mémoire collective. Mais je ne vous ai jamais vu condamner cela. C'est touché à la même mémoire collective que vous pensez protéger. Vous avez vendu le cimetière de Kassavou sur Sayo, vous.
Savez-vous qui ont été enterrés là-bas? Vous avez encore gommé une partie de cette mémoire collective. Ce sont les martyrs, le mort du 4 janvier 59. Sous Kabila, je sais que vous allez répondre dans ce sens-là. Sous Kabila, oui, le cimetière a été vendu, mais les gouverneurs Kinbout avaient démoli. Et sous la pression de qui? Entre guillemets, à l'époque, il n'était pas député national, Ados Ndombas. Lorsque vous étiez en train de vendre le même cimetière en 2019, Ados Ndombas étant député avait encore pris les choses à main. Vous avez refusé de l'écouter. Mais venir ici parler de la mémoire collective, vous parlez de quelle mémoire? Allez, c'est important. C'était une interpellation. Vous parlez de Il faut alimenter, nourrir cette mémoire collective. C'est ce que nous avons dépassé. Parce que le risque disent la conscience collective est l'âme d'une nation. Exactement. Mais ici, je vous montre, je vous donne que 2 cas. J'en ai plein. C'est la destruction de cette mémoire collective par votre régime. Ici, devant vous, devant nous tous. Qu'avez-vous fait pour empêcher cela parce qu'il s'agit de ta famille politique? Qu'avez-vous fait quand vous avez vu cette image sur la RTNC? Merci. Quand vous avez vu le maçon mettre du béton sur nos pères d'indépendance, vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Allez, pour notre mémoire collective, nous vous invitons à visiter les installations de Politicon et vous allez découvrir que derrière Héritier Koto, qui a le figure emblématique de la politique congolaise, de Kassavubu au président Félix Tshisekedi. Et nous attendons les 6e, même après 2028. Qui sera-t-il? Allez. En 2028, il ne faut pas dire ça. Même après 2028. Non, en 2028, nous devons avoir un 6e président. C'est ça. Mais techniquement, les élections ne devraient pas être qui ont créé tenues en 2028. Qui sont en train de bâtir, de construire cette circonstance empêchant l'organisation des élections. Parce qu'on veut changer la constitution, selon eux. C'est cette constitution qui a montré les limites. Mais cette constitution fait que les élections soient organisées en 2028. Merci beaucoup. Marlez-vous, on va donner raison. Il faut commencer par la respecter avant de la changer. Allez, je vais accorder 5 minutes à chacun. On va ouvrir maintenant le débat. On parle du processus de Doha avec la signature de l'accord cadre convenu et signé par les 2 parties, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, représentée par Sima Sitou Maa. Je crois que j'ai gratigné un peu son nom. Et les représentants du chef de l'État à Doha et la délégation de la coalition AFCM 23. Héritier Koto, vous avez la main pour ouvrir le débat. Vous avez 5 minutes pour ce sujet. Quel sentiment avez-vous après la signature de l'accord Sita Mambo? Voilà. Quel sentiment avez-vous après la signature de cet accord cadre signé à Doha entre la RDC et la coalition AFCM 23? Merci. Permettez-moi de rebondir sur les propos. Faites-les rapidement, 30 secondes. De mon co-débatteur. Je ne savais pas qu'il était kabbyliste. Il vient de dévoiler son identité de kabbyliste sur le plateau. C'est une bonne chose. C'est son droit d'être kabbyliste. Moi, je le croyais katoumbiste, mais je découvre qu'il est kabbyliste. Bon, peut-être qu'il est katumbo kabbyliste. Il va le dire tout à l'heure. Non. Détruire la mémoire collective, ce n'est pas par la désaffectation d'un cimetière. Non. Ce n'est pas par ça. Et surtout que le lieu où il a été implanté, c'est un lieu d'habitation. Donc, les pouvoirs publics sont à même de régler cette question. Mais je reviens sur un détail. J'avais dit au début que la Constitution avait mis en place des individus forts. Il a tout de suite réfuté ma thèse. Mais plus loin, il revient pour dire c'est un système d'appauvrissement mis en place par les politiciens. Mais il m'a rejoint sans le savoir. Il m'a rejoint sans le savoir. Il parle d'un système. C'est en droite ligne. Il parle d'un système qui n'est pas adoubé par la Constitution. Je dis c'est en droite ligne. C'est en droite ligne dans cette logique d'un État gâteau. L'État gâteau qui a été pensé, mis en place par les belligérants.
C'est ça, la logique continue. Mais quand vous faites, par exemple, permettez-moi, quand vous faites ce que la Constitution ne vous le recommande pas, est-ce la faute à la Constitution? Autre chose. C'est ça la bonne question. S'il vous plaît, autre chose. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Les Congolais, Mon frère, je vous trouve pertinent. Pouvez-vous répondre à cette question? Merci. C'est quoi la question? Quand vous faites ce que la Constitution ne vous autorise pas, oui. Est-ce la faute à la Constitution? Qu'est-ce qu'on a fait et que la Constitution n'a pas autorisé? Donnez les éléments. Je vous ai lu des dispositions ici, 56-57. Oui. Qui érige en infraction de haute trahison tout détournement et si cela est l'œuvre d'une personne investie par l'autorité publique. Il y a des détourneurs ici. Ok. Qui est condamné pour haute trahison? Je dis, vous avez déjà apporté ces éléments au niveau de la justice? Comment? Est-ce que vous avez déjà pris ces éléments et vous les avez apportés au niveau de la justice? Non, il ne suffit pas. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est de la nourriture pour tout juge, s'il vous plaît. tout dirigeant. Ce n'est pas à moi de leur apporter ça. S'il vous plaît. Oh. Il ne suffit pas de crier que tel est innocent ou tel est coupable, que tout de suite il est coupable ou il est innocent. Non, il faut éviter de tomber dans la justice populaire. Qui a déjà été interpellé pour haute trahison parce qu'il a détourné. Parce que c'est ce que fait la Constitution. S'il vous plaît. Chacun doit jouer sa partition. Pensez-vous que cette Constitution il ne faut pas jeter en pâture. Non. Il ne faut pas jeter en pâture l'honneur de personne. Parce que vous êtes sur un plateau de télévision, vous dites tel a détourné. C'est vrai. Je n'ai cité le nom de personne. Non. Mon frère, c'est moi qui ai la police. Restons directs. Le peuple nous suit. Oui. Je n'ai cité le nom de personne, moi encore le journaliste. Moi, pas vous aussi. Oui. Nous avons dit ceci. Ouais. Cette constitution que vous voulez changer, que vous êtes en train de qualifier de tout le monde, cette constitution érige en infraction de haute trahison tout détournement des deniers publics. J'ai cité le nom de personne qui a déjà, vis-à-vis de multiples détournements, que nous assistons chaque jour. Vous n'avez pas la parole. Vous été interpellé. Gardez ça dans votre temps d'antenne. Jugé pour haute trahison. Gardez ça, vous allez revenir dans votre temps d'antenne. Héritier Koto, oui. Pensez-vous, au regard du débat tel que fait sur ces plateaux, que cette constitution aujourd'hui, elle est respectée? Finalement, là, je réponds à quelle question? Sur Doha ou sur la Constitution? Non, parce que on y revient plusieurs fois. Vous étiez en train de ramasser ce qu'il a dit, bien avant de passer au sujet de Doha. Oui. C'est quoi la question? Vous parliez de la Constitution, oui. Qui érige un État gâteau. Oui. Lui, il a refuté cela en parlant du système instauré par les hommes. Il m'a confirmé, il a confirmé mes propos. Il m'a rejoint. Mais ce système-là n'est pas adoubé par la Constitution. Et alors, je me pose la question, pensez-vous que cette Constitution, elle est respectée aujourd'hui? En fait, la Constitution nous constitue. C'est pourquoi ce qui nous constitue doit être bien pensé pour le présent et pour l'avenir. Il est d'accord avec moi qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui doivent être purifiées. Ça, il a dit. Pour réviser, tout ça, il a dit. Est-ce que ça nous empêche de respecter pour autant ce que nous avons d'abord pour l'instant? Mais qui a plaidé pour l'irrespect de la Constitution? Ne donnez pas l'impression que moi je plaide pour l'irrespect de la Constitution. Parce que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure. Mais la question, c'est quoi la question? Si elle est respectée aujourd'hui. La Constitution est respectée. Cette Constitution est respectée. Mais elle est respectée. Si elle n'est pas respectée, portez le non-respect de la Constitution aux cours des tribunaux. C'est tout, c'est aussi simple que ça. L'élection en 7 jours, ça relève de quelle disposition pétante de la Constitution ou de quelle loi électorale? S'il vous plaît, est-ce que quand vous évoquez les questions électorales, est-ce que vous avez fait allusion au cas de force majeure, par exemple? Il y avait quel cas de force majeure? S'il vous plaît, est-ce que vous avez fait allusion au cas de force majeure? Éboulement des terres. Voilà le problème. Donc, il ne suffit pas de donner des énoncés pour tout de suite avoir raison sur toute la ligne. Non. Chaque fois que vous faites une affirmation, tentez, n'est-ce pas, de mettre de l'eau dans le vin pour voir quels sont les impondérables. C'est ça le problème. La Constitution n'a pas parlé d'une élection à une semaine. Il n'a pas parlé. Mais à supposer qu'une circonscription X n'ait pas voté, qu'est-ce qu'on fait? Et quels étaient les impondérables en 2023? Je dis qu'est-ce qu'on fait? Quels étaient les impondérables en 2023? S'il vous plaît, là, on va dans tous les sens. Je pense que je voudrais revenir sur la question de Doha. C'est ça la question centrale, vous l'avez posée. Sinon, il va me voler mes minutes. Allez-y. C'était quoi la question de Doha? On a signé, quel sentiment avez-vous après la signature de cet accord? En fait, nous voulons rester cohérents et corrects par rapport à notre logique. Nous offrons anti-dialogue. Nous estimons que les accords ont été signés depuis toujours
Parce que hier, on parlait de Sun City, de Gaborone, de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, on parle de Washington, de Doha. Mais au finish, le peuple congolais, le peuple de l'Est n'a pas vécu la paix. Voyez-vous? Et donc, pour nous, nous restons focus, nous restons fermes, droits dans nos bottes en disant la vraie paix, la paix véritable, ne peut provenir que d'une confrontation militaire à grande échelle contre le Rwanda. Et qu'est-ce qu'on fait à Doha? Parce que j'ai dit, parce que nous avons dit que l'adage « celui qui veut la paix prépare la guerre » est toujours... c'est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on n'a fait que négocier depuis tout ce temps. Mais maintenant, où est la paix sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait alors à Doha en ce moment? Où est la paix sur le terrain? Et au sein de l'Union sacrée, en fait, moi, entre le pro, ceux qui soutiennent le chef de l'État à engager le pays sur cette voie-là, et ceux qui lui conseillent autre chose, comment on n'arrive pas à trouver les justes milieux, une politique qui sera portée par tout un gouvernement ou bien par toute la large coalition au pouvoir, je parle donc là de l'Union sacrée? Comment vous faites pour converger l'opinion vers cet ordre d'idées? Vous savez, la démocratie, c'est la dialectique. Et la dialectique, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est ça qui nourrit la vitalité de la démocratie. Appartenir à un camp politique ne vous embrigade pas à reproduire la pensée unique. Non. Au sein de l'opposition, ils n'ont pas toujours le même langage. La pensée unique ou la pensée unique? La pensée unique. Au sein de l'opposition, ils n'ont pas toujours le même langage. On a des courants de pensée. Mais le plus important, c'est que nous puissions converger vers un seul objectif. Et c'est quoi l'objectif en ce moment? C'est de mettre fin à ce cycle infernal de violence. C'est de mettre fin à la tragédie du Congo. Et nous... Et ça ne passe pas par le dialogue? Nous, non. Moi, ça ne passe pas par le dialogue. À Washington, à Doha, moins encore le dialogue national inclusif. S'il vous plaît. Nous n'avons fait que négocier depuis toujours. Je vous ai démontré ici que Laurent Nkunda a commencé ses aventures en 2006. Au lendemain des élections. Et c'est en 2009 qu'il a intensifié ses actions. Est-ce que les Congolais, dans leur grille de lecture, ont tenu compte des causes exogènes de la tragédie du Congo? Est-ce qu'on a cette analyse à la fois sur la 4G, comme je l'ai démontré, sur le plan géopolitique, de dire que les pays voisins, ceux qui nous entourent, ont des pensées, des visées expansionnistes et qu'ils veulent faire de l'Est du pays une pétaudière, la cour du roi Pétou? Est-ce que nous avons tenu compte que sur le plan géostratégique, ce terrain, la porosité des frontières, fait que nous puissions faire de l'Est du pays un terrain propice à la guerre asymétrique? Est-ce qu'on a tenu compte que sur le plan de la géoéconomie, tous ces groupes armés qui écument à la fois des groupes armés étrangers, l'implication de sociétés multinationales, est-ce qu'on a tenu compte de toute la palette d'analyse où on reste cloîtré voilà, dans un seul secteur, dans un seul argument? Non. Il faut une analyse holistique de la chose pour essayer de proposer la solution. Parce que si vous ne posez pas le diagnostic correctement, la thérapie ne sera pas appropriée. Et c'est ce que nous disons. Voilà pourquoi nous avons dit, les dialogues que nous avons eus jusqu'aujourd'hui n'ont pas réussi à résoudre la crise congolaise par rapport à l'Est du pays. Sinon, alors, on n'en serait pas à ce niveau. Mais je voudrais que Quelles sont les revendications? Je voudrais que nous puissions rentrer dans le contenu de l'accord cadre de Doha signé entre la RDC et la CM23. Pensez-vous qu'à ce stade, que ceci n'est qu'une vitrine ou un piège géopolitique? Et pour vous, rien de bon ne sortira de Doha? Ou cet accord semble être déséquilibré ou asymétrique à votre avis? Est-ce que les Congolais sont conscients d'une chose? C'est que le M23, c'est une création rwando-rwandaise. Voyez-vous, je donne quelques exemples. Lorsque Macron annonce avec fanfare la réouverture de l'aéroport de Goma, c'est qui le premier à réagir? C'est le ministre des Affaires étrangères rwandais. En fait, ils parlent comme s'ils étaient en territoire conquis. Voyez-vous, est-ce que ceux qui sont en face de vous, ceux avec qui vous négociez, ont-ils les manettes, les mains libres pour parler? Mais on négocie avec la CM23. C'est ce que nous disons. Nous, au Front Anti-Dialogue, nous sommes convaincus que seule une confrontation militaire à grande échelle contre le Rwanda
fera que le Congo puisse vivre en paix. Maintenant qu'on n'a pas le moyen pour le faire, qui a dit qu'on maintenant là, dans ce contexte, on fait quoi? Qui a dit qu'on n'a pas le moyen? Et toutes les parties disent que la seule voie qui puisse nous faire sortir de cette situation, c'est la voie pacifique. Et non y aller par des voies militaires. C'est même contenu dans l'accord cadre de Doha. En fait, cette image renvoie au monde entier un Congo qui a capitulé. Un Congo qui quémande la paix auprès de l'agresseur, un Congo qui pleure, un Congo qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Non. Et pourtant, ce n'est pas ça. Nous disons, compte tenu de la chronologie des conflits armés à l'est de la RDC, l'option radicale, à notre avis, c'est la guerre. Parce qu'on n'a fait que négocier jusque-là. Avant de monter sur ce plateau, j'étais en train de voir le parcours militaire de Sultani Makenga. En 2012, je crois qu'il était colonel. Mais aujourd'hui, il s'est fait appeler général-major. Dites-moi, entre 2012 et 2025, où était-il? Qu'a-t-il fait pour gravir tous ces échelons? Et ce sont des gens comme ça qui viennent avec des revendications farfelues et fantaisistes pour dire « nous allons intégrer les forces armées ». Et demain, lui, le néo-kabiliste viendra pour dire « est-ce que nous avons une armée ?» Il va venir avec un discours de diabolisation contre l'armée. Comme si la guerre, comme activité humaine, était l'affaire d'une armée. Non, la guerre, c'est l'affaire d'un peuple. Mais vous êtes aux manettes du pouvoir. Que faites-vous concrètement pour mettre le moyen en place afin que l'on puisse renverser les rapports de force souterrains et remporter cette guerre en grappillant de points? Je ne reviens pas sur la loi sur la programmation militaire. Vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui? Ça nous a permis... Parce que le Rwanda... que vous a qualifié d'agresseur, continue à occuper le principal ville dans l'est du pays. S'il vous plaît, je reviens un peu à ce qu'il a dit. Je l'ai vu citer quelques articles de la Constitution, l'article 56 et tout ça, c'est bien. Moi, je peux lui opposer l'article 63 qui oblige, qui fait de la défense de la patrie en cas d'agression une obligation pour tous les citoyens. Je suis heureux d'être en face de lui parce qu'il dit que le Congo, chacun devrait prendre conscience pour essayer d'harmoniser les choses. Alors, est-ce que lui, citoyen congolais, a-t-il déjà lu l'article 63 de la Constitution qui fait de la défense de la patrie en cas d'agression une obligation pour tous les citoyens? Est-ce qu'il a la même perception? C'est comme ça que vous soutenez les Ouazalendo. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous soutenez des groupes d'autodéfense qui ne sont pas du reste bien encadrés et qui risquent d'être une épine sous le pied de Kinshasa. Parce qu'en fait, à l'entendre parler, il fait de cette guerre une question partisane. Non. Ce n'est pas une guerre qui est dirigée contre le régime. Et ça, il le sait, mais il ne voudra pas le dire pour des raisons qu'il lui-même connaît. Voyez-vous. C'est une guerre qui concerne l'État congolais. Merci. Parce que ce n'est pas une première. Sinon, tous les régimes précédents n'auraient pas connu la même situation. Merci beaucoup. Voyez. Héritier Koto, on prend Marlez-vous pour cheater. On cheat déjà. Vous avez... injuste. Vous avez... injuste. On ne peut pas cheater sans que je puisse pas le même... Vous avez la parole. Il a parlé plus vous aurez à intervenir. Cette politique rwandaise que vous amenez sur des plateaux de victimisation, j'aime pas. Il m'a beaucoup dérangé. Je prends le minute. Question. Le même nombre de minutes que lui. Il m'a beaucoup dérangé sur le plateau. Cette question, vous l'avez dérangé. Voilà. Je ne l'ai pas dérangé. Il m'a beaucoup dérangé sur le plateau. Allez, parlez-vous. Où nous en sommes aujourd'hui à ce stade entre le processus de Washington et le processus de Doha, qui sont des processus complémentaires, lesquels est en avance ou lesquels progressent et lesquels patinent au stade actuel? J'ai attendu des choses gravissimes surtout. Commencez par répondre à la question avant de rebondir sur ce qu'il a dit. Il avait commencé par répondre avant de répondre. D'ailleurs, il n'a pas répondu. Il n'a lu aucune disposition de l'accord. Moi, j'ai l'accord, je vais lire. Laisse-moi, je sais quelle est la méthodologie à utiliser. Et il ne lit pas l'accord parce qu'il est contre cette méthode de faire. Pas. Vous avez compris. Parce que moi, je peux mettre ce téléphone ici. Vous avez tout compris. Citer quelques dispositions en tête. Vous avez tout compris. Un politique qui a l'accord. Vous avez tout compris. Il devait retenir même une seule disposition. C'est pas notre Parce que c'est ça la clé de sa réflexion. Non, il dit qu'en allant déjà, le fait d'aller déjà à Doha, mais c'est capitulé. Attends, c'est leur régime, non? Ce n'est pas notre option. Ça s'appelle l'hypocrisie politique, c'est leur régime. Ce n'est pas notre option. Il me qualifie de kabiliste parce que lui, il est tshisekedi, non? C'est leur régime qui nous a amenés à Doha et à Washington. Ce n'est pas notre option. Attends. Assume-toi.
C'est ça aussi la responsabilité. Le régime, ils n'ont pas approuvé cette option. Oui. S'ils n'ont pas approuvé cette option, ils n'ont qu'à quitter l'Union sacrée. C'est ça la responsabilité politique. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec une politique parce que la politique, c'est aussi un art de respect, de discipline. Je dois quitter. Ils sont là pourquoi? Ils sont là toujours pourquoi? Ça s'appelle l'hypocrisie. Ils sont à la recherche d'autres choses. Il dit, je suis kabiliste tout simplement pour l'avoir rappelé. Que Kabila Joseph, pour avoir dirigé ce pays, fait partie de la mémoire collective. Qu'on l'aime ou pas, nous n'allons plus effacer ces 18 ans. Je n'ai pas dit le contraire. Mais attends, parce que j'étais rappelé, l'acte posé à la RTNC, cet acte avait touché à la mémoire collective. Directement, tu me dis, ah, je pensais qu'il était katumbiste. Il est katumbiste. Moi, tu m'as posé la question, moi, je t'ai répondu que je suis kabiliste. Ici, c'est parce que j'étais rappelé cette bêtise à la RTNC qui a déconstruit la mémoire de nos enfants. Et pour cela, par faiblesse, par manque de réponse, vous prenez le soin de me traiter kabiliste. Je l'accepte. Parce que vous êtes chichediste, tel peut être katumbiste, peut être kabiliste, peut être bembiste, et c'est normal. Je l'accepte. Mais accepte que vous avez déconstruit cette mémoire collective que vous pensez défendre ici. On ne pouvait pas. Même Hitler est enseigné en Allemagne. Vous ne pouvez pas. Je ne pense pas que Kabila était plus mauvais que Hitler. Pour qu'il soit gommé, et vous appuyez cela, un intellectuel, une élite, appuie cet acte de déconstruction de la mémoire collective. C'est gravissime. Il dit encore dans le même sens, les cimetières de Kassavou, non. Dans un pays, si vous étiez un régime sérieux, vous aurez dit construire un mémorial pour eux quelque part, vous déplacez les restes de ce qui pouvait être déplacé, vous vendez. Mais si ton enfant te demande de l'amener au mémorium de martyrs du 4 janvier, vous allez les amener où? Je parle de tes enfants. Le cimetière a été détruit par Kabila, non? Oh, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, non? Est-ce que tu comprends ce que c'est ce que tu as dit? Est-ce que tu comprends? Que la destruction a commencé sur le régime Kabila. Sous Kabila, les terrains a été vendu, démoli par le gouverneur de l'époque. Les archives sont là. Arrêtez de déranger et de dire de n'importe quoi sur le plateau sérieux. Je me répète, moi je ne suis pas un garçon qui nie ou qui renie ses propres actes. Je ne suis pas aussi, je ne me comporte pas aussi à l'union sacrée pour changer les narratifs à tout moment. J'ai dit ceci, le cimetière a été vendu. Lorsque les autorités sous Kabila s'étaient rendues compte qu'Imbouta avait démoli. Mais aujourd'hui, vendu lorsque Molendo Savumbe était ministre des Affaires foncières. C'est votre régime. Molendo n'a jamais été ministre sous Kabila. Ça s'appelle irresponsabilité et politique adamique, politique des irresponsables. Vous devez assumer vos actes. Kabila a fait ses 18 ans et Kabila déjà avait répondu à cette question. Je suis le chef, j'assume. Vous aussi assumez-vous. Allez, répondez à la question. Vous avez pris assez de temps. Je suis déjà dans les accords. À rebondir. Je suis dans les accords. Mais avant d'arriver là, il dit, vous lui posez une question pertinente. Lorsque vous organisez les élections pendant 7 jours, ça répondait à quel principe constitutionnel ou de la loi électorale? Il dit, il fallait lire. Est-ce qu'une circonscription... Il a parlé des impondérables. Attends. Allez à la CENI. Vous êtes intelligent, ça je reconnais. Mais vous devez vous former aussi. Et s'informer. On ne peut pas organiser les élections lorsqu'il y a des circonscriptions ou une circonscription où les matériels ne sont pas encore arrivés. Parce que nous devons voter tous au même moment. C'est ce que dit la loi. Donc, n'est pas encore déployer les matériels sur l'ensemble du territoire national. C'est encore une violation. Donc, tu acceptes ici que vous avez marché sur des principes. Je te renvoie encore à la loi électorale. Voilà. Mais il veut changer la constitution. Lui-même, c'est... Je suis désolé. Qu'un intellectuel, une élite défende... Ça, ce sont des bêtises. Parce que cette constitution, c'est notre Bible. L'accord de Doha. Il dit, les accords, ça ne va pas résoudre. Vous oubliez qu'en 2013,
la même armée avait défait le M23 avec Mamadou Ndala. Si vous reniez, dites-nous, Mamadou Ndala était mort, pourquoi? Donc, au lieu de condamner le faible leadership d'aujourd'hui, mais il préfère trouver des mots pour contourner la réalité. C'est ça qui va faire que nous ne puissions pas résoudre cette crise. Pourquoi? Je te ramène encore chez Weber, on est incapable de décider et de constater la situation. L'accord, déjà en relations internationales. D'ailleurs, la diplomatie que fait Tshisekedi, c'est la diplomatie du courant idéaliste, qui croyait aux bonnes foi des États. C'est pourquoi vous voyez Tshisekedi. C'est ce dont il est question, même dans l'accord cadre. Attends, je t'amène. On parle de la bonne foi de toutes les parties. C'est là que conflit. je vous dis, Tshisekedi, Azui accord, il y a Doha, Mazui clé Doha. Azui clé Doha. Ça veut dire quoi? Quand Machiavel échoua à Florence comme conseiller, Machiavel s'était rendu compte que la bonne foi entre les États n'existait pas. C'est pourquoi Machiavel a écrit le Prince, parlant de la rise des États, des rapports de force. Félix Tshisekedi utilise une diplomatie venant d'un courant déjà démodé, révolu il y a longtemps. Le précurseur, c'est Machiavel, il avait échoué en pensant que les États, on vous dit que les États sont des monstres forts. Un monstre fort n'a pas d'état d'âme. C'est pourquoi vous voyez Tshisekedi, on peut faire la paix des braves. Il dit à la diaspora congolaise au Brésil, nous allons avoir un accord de Washington, nous aurons la paix. C'est idéaliste. Mais qu'est-ce que vous soutenez? Parce que lui, ici, avec le front anti-dialogue, qu'est-ce qu'il propose? Attendez, avec le front anti-dialogue, ils sont contre le fait que l'on engage les pays sur des processus qui ne vont rien apporter au pays à long terme. Mais ils soutiennent. Mais à la place, qu'est-ce que vous vous proposez? D'abord, vous soutenez les dialogues de Doha ou vous êtes contre cela? Quand je suis là pour bien asseoir mon argumentaire, quand vous dites qu'eux sont contre ces processus, tous ces processus, mais ils sont des lignons sacrés. C'est leur chef de file. Ça ne l'empêche pas rien de réfléchir. Mais je me répète encore, ils doivent quitter parce que leur voix n'est pas prise en compte. Lorsque le respect n'est pas servi, on quitte. S'ils sont encore là, c'est qu'ils sont hypocrites ou ils sont dans l'inconscience. Ils devaient quitter. Parce que leur philosophie politique ne cadre pas avec la philosophie portée par le chef de file. Leur idée émerge aujourd'hui. Et qui sait si demain le chef de l'État va se réveiller et décider à ce que l'on fasse la guerre et l'on crée des fronts anti-dialogue. En relations internationales, lorsque vous voyez un État à chercher à négocier une paix, c'est-à-dire l'État s'est rendu compte qu'il est dans l'incapacité de dompter ou de faire une rébellion. Mais vous inventez sur la même longueur d'onde. Attends. Et ça relève de la capitulation, tout simplement. Attends, non. Toujours on mettre dans la même longueur d'onde. Il y a lobby, il faut guerre. Moi, je vous explique. Mais il propose quoi? Attends, mais vous laissez-moi parler. Si un État décide d'aller en négociation avec un mouvement rebelle, c'est qu'il se rend compte que la puissance de l'État n'existe pas. N'existe plus, il faut négocier une paix. C'est pourquoi vous voyez Tshisekedi ne peut pas aller en guerre, vanter les accords, dire même aux Congolais diaspora que nous allons avoir la paix parce que nous allons signer un accord. Ok? Mais aussi de l'autre côté, lorsque vous voyez un mouvement rebelle qui avance, mais qui décide d'aller sur la table de négociation sans être prêt à avoir le pouvoir, il n'y a que deux éléments. Soit le mouvement s'est rendu compte de leur incapacité de continuer d'avancer, soit le mouvement veut distraire pour asseoir son rapport bien, sa force. Il n'y a que ces deux éléments. Mais pour faire la guerre, ce n'est pas à moi de les déclarer. Il y a un commandant suprême. Il y a l'armée. Il faudrait poser la question à lui. Selon leur régime, c'est quoi le rôle de l'armée? Lorsqu'ils se vantent, nous aurons la paix parce qu'il y aura accord. Mais l'armée est là pour défendre l'intégrité du territoire. Comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser cette armée? Parce qu'en réalité, il a quelque part raison, mais sa famille politique le met à porte-à-faux. Parce que c'est sa famille politique qui nous a amenés à Doha et Washington. Bientôt, je t'informe que ta famille politique va nous transporter encore à Lomé.
Ah bon? Oui. Ce que Doha a fait, ça dit il nous a chassés. Il y a encore un autre dialogue qui est en vue à Lomé? Doha nous a chassés parce qu'il ne comprend rien de cette situation. L'autre fois, le ministre des Affaires étrangères du Qatar avait dit cette situation sera résolue que par la puissance militaire. À ce moment-là, c'était un message clair pour l'État congolais. Est-ce qu'avons-nous compris ce message? Écoute maintenant l'accord. Le point C.3. Regarde ce qui est écrit. Disposition intérimaire en matière de sécurité, désarmement, démobilisation, réintégration DDR. Déjà, nous avons déjà quitté l'étape de DDR. Ça aussi, tu sais que ces hommes, eux, ne le savent pas. Comment on appelle DDR? On n'a plus ça. Donc, vous nous avez ramené en 2003. 2003-2004. On a reculé. On a reculé. Avec le régime. Regarde ce qui est écrit. Les partis s'engagent. Le parti est dans les deux camps. S'engage à ne pas héberger ni soutenir aucun groupe armé. Donc, Kinshasa accepte là-bas. Donc, alors, M23 n'est pas un groupe armé. Voilà. Ça veut dire que c'est à eux maintenant qui veulent faire la guerre. Alors que son régime reconnaît que le M23 n'est pas un groupe armé. Vous allez faire la guerre face à qui? Alors, si ce n'est pas un groupe armé, alors... C'est à lui maintenant comme qui sont-ils alors? C'est à lui comme membre de l'Union sacrée de nous dire c'est quoi la nature actuelle du M23. Entre-temps, Kinshasa accepte qu'il héberge et soutient le groupe armé. Parce que c'est dit le parti s'engage à ne plus héberger ni soutenir. Les deux mots-clés, c'est héberger et soutenir. Depuis quand ton régime a vu le Congo, nous, héberger et soutenir des groupes armés, ou c'est nous qui subissons l'activisme de plusieurs groupes armés? Là, on parle de quel groupe armé? Ouazalendo ou FDLR? Ici, le parti s'engage. Donc, l'M23 n'est plus considéré comme groupe armé. Alors, qui sont maintenant ces groupes armés? J'ai attendu quelqu'un de l'Union sacrée dire, mais c'est les FDLR. Si je prends ça comme ça, et membre de l'UDPS, si je prends ça dans ce sens-là, donc Kinshasa a accepté qu'il héberge et soutient le FDLR. Donc c'est gravissime. On ne peut pas faire la guerre dans des conditions pareilles. Nous devons d'abord connaître l'adversaire. Parce que quand vous parlez de l'agression, je te renvoie à l'accord de Washington. Le Rwanda n'est pas reconnu comme agresseur. Plutôt, la page 3 est claire, point 1. On nous demande tous, et le Rwanda et nous, de ne plus violer l'intégrité territoriale de l'un ou de l'autre, alors que nous n'avons jamais violé l'intégrité territoriale d'aucun pays voisin ici. Vous acceptez des choses, vous apposez des signatures dans tout document. Je vais prêter le langage des journalistes, des communicants. Trop de communication tue la communication. Trop d'accords tue l'accord. Vous allez comprendre que de Luanda, à Nairobi, en passant par Washington, l'Union africaine, jusqu'à Doha, il y a toujours des incises qui nous mettent en difficulté. Et malheureusement, nous apposons nos signatures. Maintenant, ici, je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais je demande à Gédéon, humblement, posez-lui la question, quelle est la nature du M23? Par rapport à cette disposition, je peux l'aider parce que pour bien comprendre. Il en a dans son téléphone, je l'espère. C'est quoi la nature actuelle du M23 après la signature de cet accord cadre? Et quels sont ces groupes armés que le M23 doit cesser d'héberger et soutenir? Et quels sont les groupes armés que le Kinshasa doit cesser de soutenir et d'héberger? J'ai dit. Allez, merci beaucoup. 1 minute, s'il vous plaît, pour conclure le débat. Et il aura 1 minute aussi à soutenir. Non. Une question est pendante. 1 minute, on peut s'en appeler pour répondre. Moi, je ne comprends pas. Vous l'avez suivi, la nature actuelle du M23, c'est laquelle? Regardez cet accord. Je pensais que Socrate, qui est mort, et tous les sophistes avec lui, ça en était terminé. Mais je me rends compte qu'il y a visiblement la résurrection des sophistes. Je suis en face d'un sophiste sur ce plateau. Héritier Koto, je comprends maintenant la nécessité de Socrate. Tout ce qu'il fait là, c'est du sophisme. On fait du sophisme sur ce plateau. C'est vraiment du sophisme. Simple. Tout ce qu'il fait. Vous n'avez que 2 minutes. S'il vous plaît,
c'est pas sur un papier que nous devons constater. Vous n'avez que 2 minutes. C'est quoi votre régime? C'est quoi la nature actuelle au regard de l'accord? Mais l'accord engage les partis. Et ça relève... Est-ce qu'il peut me laisser parler? Et ça tend vers le droit international. Est-ce qu'il peut dont on fait mention dans cet accord? Je dis, est-ce qu'il peut me laisser parler? Vous avez 1 minute pour conclure. Je vous ai donné même... Non, on reçoit 1 minute. Il a la parole. Monsieur le journaliste. Il a pris autant de minutes sans dire c'est quoi la recette qu'il propose. Aucune recette. En fait, il est dans le générique. Il est nostalgique. Ça me rappelle 2016 où on a vu foisonner des opposants des circonstances. Si je réponds à cette question, je ne viendrai plus ici. Des opposants médiatiques. Sous Joseph Kabila. Il suffisait à l'époque, Joseph Kabila, il suffisait de vociférer, de crier sur les régimes pour la population d'Achaoka. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, le contexte a changé. Il a parlé. Moi, j'ai dit, je suis resté droit. Non, l'accord signé par votre régime, ton régime. S'il vous plaît. Mais vous défendez Tshisekedi d'ici. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Bon, vous m'avez qualifié de laissez-les conclure. Pourquoi refusez-vous d'assumer votre... S'il vous plaît. Non. J'ai le droit de protéger. Il doit finir. Chaque fois, nos propres identités. Moi, il m'a traité de kabiliste sans être kabiliste, j'assume. Lui, il est Tshisekedi, c'est pourquoi il refuse de ça. Allez, chutez, chers compatriotes. Répondez à l'accord. Nous débattons sur l'accord. C'est un opposant politique qui parle, non? Il a pris le temps de crier sur tout ce qui ne va pas. Mais il n'a donné aucune proposition. La nature 2023 aujourd'hui, c'est laquelle? Quelle est la proposition qu'il fait? J'avais dit ceci, je reviens sur ce que j'avais dit. Pour nous, au front anti-dialogue, ici l'accord, pas pour vous, pas pour moi, que seule la confrontation militaire à grande échelle avec le Rwanda fera que nous puissions avoir une paix durable. Mais le gouvernement donne notre statut à ceux-là que vous avez qualifiés hier de pantins. Parce qu'ici, ils ne sont pas considérés comme un groupe armé. Donc vous allez aller combattre des civils. Si vous voulez de paix cyclique, c'est-à-dire de paix de 5 ans, 10 ans, après quoi naît une nouvelle rébellion, nous disons, allez-y, dans votre logique. Mais pour nous, seule la confrontation militaire à grande échelle vis-à-vis du Rwanda fera que nous puissions avoir une paix durable. Comme je l'ai rappelé, Siwis Pakem Parabellum, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Mais en face de moi, aucune proposition. Il est resté dans le diatribe, comme d'habitude. Il est resté dans le manichéisme politique. D'une part, il y a des anges qu'il sanctifie, et de l'autre part, il y a des démons qui diabolisent. C'est ce qu'il est en train de faire. Aucune proposition en tant qu'opposant. Parce que la Constitution... Vous dérangez l'émission. Soyez tolérants. La Constitution reconnaît le droit lié à l'exercice de l'opposition. Qui a le droit de faire des critiques objectives assorties des propositions. Mais il n'a fait aucune proposition par rapport à la situation de la guerre de l'Est, par rapport à la situation de la guerre vis-à-vis du Rwanda. Qu'est-ce qu'il propose? Rien. Merci. Il est resté dans la littérature. Merci. Rien du tout. Qu'est-ce que vous proposez? À 1 minute, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Il n'a pas de proposition. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Plaisir pour proposer. Ce n'est pas la première fois que vous m'invitez sur cette question. J'ai proposé ici une fois, ensemble avec l'opposition, la décongolisation. À l'époque, ce n'était que Bunagana qui était pris. La décongolisation, ça veut dire étudier le mobile de Congolais. Parce qu'en réalité, les Congolais et les Rwandais ne portent pas la même philosophie de cette guerre. Décongoliser, ça veut dire retirer tous les Congolais, laisser le Rwanda seul, comme ça le monde va voir. En quoi faisant? Quand je dis décongoliser, en quoi faisant? Mais laisse-moi, non? Vous avez décrit la même chose. Allons-y, en quoi faisant? Alors, quand j'ai dit décongoliser, parlez avec ces Congolais-là. Pourquoi vous prenez les armes? Quels sont les mobiles? Il fouille le terme dialogue. C'est ça. C'est là qu'il allait en venir. J'étais dit, on l'avait proposé lorsque Bunagana, nous sommes en 2010. Et maintenant? Pour dire qu'on était le premier à voir loin. Ce que vous dites, quand vous êtes en train de crier partout, nous on avait compris avant vous. C'est comme lorsque Tshisekedi disait, c'est si vous ne condamnez pas le Rwanda, il n'y aura pas de dialogue. Alors que nous avons organisé des marches ici où j'ai dit paix à l'âme de Serge Ouello. On a été tabassé par votre police ici. J'étais dans des cachets de Kanfumula lorsqu'on dénonçait le Rwanda. Donc quand vous faites les résumés, nous avons compris et vu les choses de loin. Avant vous, comprenez quand même, nous sommes au siècle. Voilà. Bref, que retenir? En 30 secondes, on finit par là, s'il vous plaît. Quand il dit la guerre, on combat des groupes armés. Raison pour laquelle j'ai été posé la question simple ici, c'est quoi la nature du 23? Parce que ici, nous sommes en face de deux entités, Kinshasa et Goma. De l'autre côté,
un régime assis sur la violation constitutionnelle. Parce que vous n'avez pas réussi à nous convaincre sur l'organisation des élections pendant 7 jours. C'est une violation. De l'autre côté, il y a une violation constitutionnelle. Les gens ont pris les armes pendant que nous avons dit non. Donc nous sommes en face de deux entités qui violent les lois de la République. Mais les deux entités se retrouvant à l'extérieur du pays, ils se sont convenus que le M23 n'est pas un groupe armé. Mais il est qui? Mais c'est écrit ici, j'ai lu, non? Oui, maintenant le M23 est qui? Sincère. C'est à vous de nous donner cette réponse. Vous êtes de l'union sacrée. Bon, même si vous signez ma belle sur tout allez, on finit les débats. Bobi M23 na biso poto vanda kimia, c'est la solution. Biso qui tchasa peut héberger un groupe armé. To soutenir rango pe, il faut to tika. Bino pe, bo soutenir un groupe armé. Bo héberger un tika. C'est ce qui est écrit dans point 3 et accord. Les deux parties conviennent de ne plus héberger ni soutenir aucun groupe armé. C'est cela le problème. Même s'il faut faire la guerre, vous devez définir la nature de votre adversaire. Merci. C'est quoi la nature du M23? Allez, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup à Héritier Koto, porte-parole du Parti Congo Positif, cher à Dieudonné Kishi, et vous êtes en même temps le porte-voix du Front Anti-Dialogue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Merci, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ouais, vous y reviendrez de temps en temps. Et merci à vous, les permanents, l'habitué du club, Marley vous leader du mouvement des révolutionnaires congolais, et à toute l'équipe qui m'a aidé à arriver chez vous. Nous vous disons grandement merci. Une question pendante. Je vous retrouve tout à l'heure avec une autre émission, d'autres contenus et d'autres visages que vous aurez à découvrir sur notre antenne. Ligne Rouge revient un peu plus. Bon début de semaine.